Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. France-Sénégal, Jean-Yves Le Drian et Mankeur Ndiaye pour une coopération au profit de la jeunesse. Le ministre français des Affaires étrangères est à Dakar. Il consacre sa première visite en Afrique subsaharienne au Sénégal. Le respect des accords de Paris sur le climat, le Mali, la Gambie, la Guinée-Bissau sont les sujets qu'il a évoqués avec son homologue sénégalais. Et puis déplacé du TR, l'APIX met en place des commissions pour accompagner le processus, une ingénierie sociale à toutes fins utiles dans le cadre de ce projet d'envergure qui va relier Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne. Que sont devenus les enfants retirés de la rue dans le cadre de l'opération initiée par l'État? Un an après, la rédaction fait le point. Et puis en cette veille de célébration de la journée de l'enfant africain, nous nous intéressons aux activités du Centre des enfants déficients intellectuels qui accueille ces derniers en provenance de Dakar et sa banlieue. À suivre également la rubrique économie du jeudi qui évoque la question du contrôle des produits alimentaires. Tout un dispositif est en place pour analyser avant leur mise à consommation ou à l'exportation. Immersion ce soir dans un univers peu connu du grand public. Ramadan, les pêcheurs et les prêcheurs font recette en ce mois béni. Les différentes activités qu'ils mènent sont très rentables dans les filets des premiers, du poisson et autres produits halieutiques. Pour les seconds, quelle belle période. Certains ont même installé des cabinets pour vendre leur savoir avec des cachets intéressants qui peuvent bien inspirer. Bienvenue à tous. Le président de la République a reçu dans l'après-midi les évêques de la province ecclésiastique de Dakar. Une audience au cours de laquelle l'Église sénégalaise a remercié le chef de l'État pour son soutien apporté à l'organisation du pèlerinage marial de Popenguine. Au menu des échanges, la construction d'un nouveau sanctuaire marial à Popenguine. Voici, au nom de ses pairs, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Le soutien apporté à l'organisation de la 129e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Merci pour la subvention et tous les soutiens multiformes de l'État. Nous avons aussi pris acte du fait que nos frères musulmans sont actuellement en période de Ramadan et nous avons assuré toute la communauté musulmane de notre prière. Et le chef de l'État, nous l'avons assuré aussi de notre prière dans sa mission au service des populations. Nous avons parlé des sanctuaires de pèlerinage, le projet d'un nouveau sanctuaire à Popenguine, mais aussi dans les différents diocèses. Et nous saluons l'ouverture du chef de l'État pour nous accompagner dans la construction de ces nouveaux sanctuaires de pèlerinage. Et le chef de l'État dit même que si ça ne dépendait que de lui, les chantiers auraient déjà démarré. Je pense que ça va se faire prochainement, après la validation du plan qui vient d'être fait, modifié et revu et corrigé. Nous avons parlé de quelques événements de la vie de l'Église, événements au cours desquels sans doute nous devrons compter sur le soutien de l'État. Notamment en septembre prochain, il y a la panafricaine de Caritas qui va se réunir à Dakar et nous souhaitons pouvoir être accompagnés dans cette rencontre panafricaine. Toujours ce jeudi, le président de la République a reçu le vice-premier ministre de la RD Congo, Léonard Ché Okitundu, et porteur d'un message du président Joseph Kabila. Le vice-premier ministre a évoqué également la situation politique en RDC. Par ailleurs, le Sénégal et la RDC entendent renforcer le niveau de leurs relations bilatérales. Voici le vice-premier ministre à sa sortie d'audience. Je suis venu voir le président Macky Sall, porteur des messages du président Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. J'ai évoqué avec le président Macky Sall de la situation politique en République démocratique du Congo, mais en même temps, nous avons échangé sur les relations bilatérales entre le Sénégal
et la République démocratique du Congo. La question congolaise est inscrite à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies et le Sénégal est membre non permanent du Conseil de sécurité. Et le Sénégal au Conseil de sécurité représente au même titre que l'Égypte et l'Éthiopie le continent africain. Donc il est tout à fait normal qu'il soit bien informé sur la situation dans notre pays pour voir dans quelle mesure il peut disposer des éléments pour chercher à participer à la résolution de la question congolaise. Nous avons des relations historiques avec le Sénégal et il y a une volonté de la part du chef d'État d'intensifier, de renforcer ces relations. C'est pour ça que le président Macky Sall a décidé de relever le niveau de représentation du Sénégal en RDC au niveau des ambassadeurs. Et nous aussi, en RDC, je crois que par réciprocité, nous sommes en train de tout faire pour nommer un ambassadeur ici au Sénégal. Mais en même temps, nous avons évoqué aussi la nécessité de tenir une grande commission mixte pour voir comment on peut consolider ces relations. Et puis les ministres des Affaires étrangères de la France et du Sénégal, Jean-Yves Le Drian et Mankeur Ndiaye, ont tenu une réunion de travail ce jeudi. Le renforcement de la coopération, la question du climat, la situation sécuritaire dans la sous-région sont entre autres les points abordés lors de ce premier déplacement en Afrique subsaharienne du ministre français des Affaires étrangères. Voici le reportage de Seydina Lunfal. Ce déplacement est le premier effectué par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en Afrique subsaharienne depuis sa nouvelle nomination. Une visite qui fait suite à la rencontre entre le président Macky Sall et son homologue français, Emmanuel Macron. Plusieurs accords ont déjà été signés entre le Sénégal et la France. Il s'agit maintenant d'ouvrir de nouvelles perspectives concernant les relations diplomatiques et politiques entre les deux pays. Nous avons beaucoup parlé de la situation dans la région, la situation au Mali. Le Sénégal et la France travaillent ensemble pour aider le Mali à mettre en œuvre l'accord de paix et de réconciliation. Nous avons évoqué la situation également en Gambie, où la France également s'engage à assister la Gambie pour la réforme de son secteur de défense. Gambie, où les menaces également de déstabilisation sont réelles. Et nous nous engageons à travailler ensemble pour aider le nouveau régime gambien à se stabiliser. Nous avons échangé sur la situation en Guinée-Bissau. Donc nous avons exprimé une volonté forte de poursuivre la relation, de la développer, de l'intensifier sur toutes les questions d'intérêt commun. Premier investisseur au Sénégal, premier partenaire diplomatique de notre pays, la France est prête à renforcer la coopération sur le plan économique. Paris compte établir des relations qui vont profiter à la jeunesse. Pour exemple, il est prévu le renforcement de l'accueil des étudiants sénégalais en France. Le point qui nous paraît le plus essentiel pour l'avenir, à Mankeur et à moi-même, c'est de faire en sorte que notre coopération se passe au profit de la jeunesse et des forces vives de nos deux pays, ce qui suppose de notre part une vigilance et une détermination constante. Je rajoute à ce point que nous avons beaucoup apprécié la volonté du Sénégal d'agir au sein de la communauté internationale pour le respect des accords de Paris et la volonté du Sénégal de prendre toute sa part dans sa mise en œuvre. Cette réunion de travail entre les ministres des Affaires étrangères de la France et du Sénégal est un signal fort qui révèle l'excellence des relations entre les deux pays. Il faut le dire, Jean-Yves Le Drian n'est pas un terrain inconnu. Plusieurs fois, il a travaillé avec son homologue sénégalais sur le forum Paix et Sécurité qui se tient régulièrement à Dakar. Le président de la République a confié à l'APIX la mise en œuvre du TER, le train express régional. Il va assurer la liaison entre Dakar et l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Une nouvelle ligne de transport est tracée et pour sa construction, il faudra déplacer les populations de la banlieue. Plusieurs commissions sont dès lors mises en place pour regrouper les personnes concernées à Wanyai. Nous sommes au marché de Thiaroye. Les commerçants sont en pleine négociation avec les autorités sur la question du déplacement. Aujourd'hui, on nous a proposé un site dans le camp militaire de Thiaroye, évalué à 7 hectares,
on a visité le site, on a apprécié. Il y a un décret qui a été mis en place, dont on a reçu le document. Plusieurs préoccupations sont aujourd'hui prises en compte et l'APIX s'attelle, en partenariat avec ses collaborateurs sur le terrain, à ce que le recasement se fasse au préalable dans de meilleures conditions. Je suis d'accord avec le gouvernement du Sénégal. Je veux contribuer au développement du pays. Ce projet va nous mener au développement. Je ne suis pas contre. Ce que je souhaite, c'est de voir les Sénégalais en bénéficier. Le train express régional va jouer un rôle important dans la mobilité urbaine. Le quartier de Keur Mbaye Fall est concerné par ce projet. C'est un programme qui est venu à son heure parce que le Sénégal se développe. C'est la vision du président de la République. C'est la vision aussi de toutes les bonnes volontés sénégalais qui œuvrent sur le bon déroulement des activités du pays. Une commission a été mise en place pour gérer le déplacement des populations. Commission d'abord, La commission est censée regrouper les personnes concernées. Il s'agit de discuter avec elles sur l'indemnisation. On fixe un délai pour leur départ. Ce déplacement involontaire les inquiète, mais on est là pour les rassurer. L'indemnisation est juste et équitable. C'est en fonction de la taille de l'habitat. Le train express régional va relier Dakar à d'importants pôles de développement. Il va contribuer à la croissance économique du pays. Retard dans la livraison des amphithéâtres, non-paiement à temps des bourses pour les étudiants du 3e cycle. Le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est revenu sur les revendications des grévistes de la semaine dernière. Le professeur Ibrahima Thioub précise que l'université n'est pas maître d'œuvre des infrastructures à construire. Toutefois, le retard dans la livraison des amphithéâtres entraîne des difficultés à l'université. Le directeur des bourses, pour sa part, a expliqué les problèmes liés au paiement des bourses pour les inscrits en master. Les détails avec Kone Aïdja. Suite au mouvement d'humeur des étudiants, le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar revient sur leurs revendications. Une question cruciale, la non-livraison dans les délais des infrastructures pédagogiques. En dehors du rectorat, du bâtiment du rectorat et du bâtiment de l'office du BAC, tous les autres bâtiments concernés, les entreprises ont reçu leur ordre de service le 1er octobre 2015. Ce qui veut dire, vous y ajoutez 8 mois, nous devrions disposer de ces infrastructures à la fin du mois de mai 2016. Nous sommes au mois de juin 2017. Ça fait donc 13 mois de retard. Toutefois, le recteur indique que les amphithéâtres Mbaye Gueye, Boala, Sossé et Capelle ont été livrés. Il reste donc le bâtiment qui abrite le rectorat, les amphis de la faculté des sciences juridiques et politiques et l'auditorium Hali Amar Fall, ce qui entraîne des difficultés majeures dans les enseignements. Ces étudiants sont amenés à fréquenter le chapiteau. Mais à partir de cette période, la période qui va de juin à juillet, le chapiteau devient infréquentable. Je ne dis pas indisponible, il est disponible, mais il est infréquentable à cause des pics de chaleur. Donc, nous risquons, si on y prend garde, d'avoir le chapiteau indisponible, alors même que les amphis le sont déjà. L'université est donc dans une position d'attente et s'engage à situer les responsabilités pour la livraison de ces infrastructures au plus vite. Autre point de revendication des étudiants, le non-paiement des bourses dans les délais. La non-prise en compte de ces Master 1 dans les états du mois de mai, qui sont en ce moment en instance de paiement depuis hier, est donc consécutive à un retard d'inscription. C'est parce qu'ils n'étaient pas inscrits au moment où on faisait ces états-là qu'ils n'ont pas été inclus dans ces derniers-là. La preuve, je dis, de ce retard est attestée par leur enrôlement dans les états
de la fin du mois de juin. Le recteur condamne cependant le recours à la violence, mais il convient avec les étudiants que les responsables des chantiers non livrés ont une grande part de responsabilité dans cette crise. En effet, ils n'ont pas tenu leur engagement quant au délai de livraison des infrastructures d'enseignement. Célébration ce 16 juin de la journée de l'enfant africain. À cette occasion, le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a fait une déclaration pour aborder les axes des politiques publiques en faveur de l'enfance au Sénégal. Elle salue également les efforts des partenaires techniques et financiers. Voici les propos de Maria Massar au micro de Abassawa. À travers cette commémoration, les États africains ont saisi l'opportunité d'évaluer l'effectivité du respect des droits de l'enfant, d'analyser les obstacles et contraintes et de réfléchir sur les stratégies adéquates en faveur d'un développement harmonieux de l'enfant. Au Sénégal, la célébration de la journée de l'enfant africain marque également le lancement de la Semaine nationale de l'enfant, instituée depuis 1998 pour une meilleure prise en charge des droits de l'enfant. Pour cette 27e édition de la Journée de l'enfant africain, le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant a retenu pour thème l'agenda 2030 pour un développement durable en faveur des enfants en Afrique. Accélérons la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances. L'atteinte de ces objectifs de développement durable implique les gouvernements, les collectivités locales, le secteur privé, la société civile, les communautés et l'ensemble des citoyens. Aussi, sous l'égide de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, je lance un vibrant appel à tous les acteurs pour une synergie d'action en faveur de l'enfance et une réussite éclatante de ces événements de plaidoyer, de fort plaidoyer pour les droits de l'enfant. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette déclaration après cette édition. Un an après le lancement de l'opération de retrait des enfants dans la rue, quelle est la suite? À 24 heures de la célébration de la journée de l'enfant africain, la rédaction du journal télévisé a voulu en savoir un peu plus. Si quelques 1550 sont retournés dans leur famille, les acteurs de la petite enfance plaident pour une synergie d'action afin d'éradiquer définitivement ce phénomène. Le point dans ce reportage de Fatou Diouf. Midi au centre Guindi de Dakar. Sous la surveillance du maître coranique, ces enfants tentent de mémoriser quelques sourates du Coran. Et pourtant, il y a quelques mois, ils étaient tous dans la rue, en train de mendier ou d'errer à travers les grandes artères de la capitale sénégalaise. Quand l'enfant vient, il y a des assistants sociaux qui le prennent en charge pour le stabiliser d'abord. Parce que l'enfant qui vient de la rue est un peu... il a peur. En général, il pleure parce que ce n'est pas le même lieu. Et on le stabilise. Ensuite, il va vers l'infirmerie. Il y a une infirmerie qui est en bas. Le médecin le consulte pour voir s'il n'a pas de maladie transmissible par rapport aux enfants qui sont déjà sur place. Nous avons procédé à une prise en charge d'urgence. Les enfants étaient accueillis dans le centre, pris en soin, et ont bénéficié d'un kit de service, notamment l'appui psychosocial, le kit vestimentaire, alimentaire et les soins médicaux. Après cela, nous avons procédé à une étape de socialisation, avec un appui psychosocial. Et les parents se sont vus informés de l'existence d'une loi qui interdit aussi la pratique de la mendicité, mais surtout de la nécessité de respecter et de promouvoir les droits des enfants. 35, c'est le nombre qui reste des 1580 enfants retirés des rues. Un an après donc, plus de 1500 enfants ont été réinsérés dans leurs familles respectives ou réorientés dans les centres spécialisés. Nous avons pu recevoir 1580 enfants et il y a eu 1550 qui sont retournés.
Donc actuellement dans le centre il reste 35, mais ça peut varier. Aujourd'hui nous pouvons avoir 35 et dès demain s'il y a un retrait, on peut se retrouver jusqu'à 100 enfants dans le centre. Il s'agissait de 15 daara et 24 familles que nous avons accompagnées dans la première phase pendant 6 mois en denrées alimentaires, sanitaires, mais aussi en leur donnant une dépense mensuelle, aussi bien pour les familles que pour les daara pendant 6 mois. À l'issue de ces 6 mois, chaque maître coranique a reçu une enveloppe financière de 500 000 francs pour lui servir à confectionner un micro-projet dont l'idée a émané de lui. Ces derniers mois, l'opération a connu un ralentissement. Au-delà du manque d'équipement logistique, l'irresponsabilité des parents est déplorée. La sensibilisation reste par rapport au retrait de ces enfants. Parce que ce que nous remarquons au niveau du centre, on nous amène des enfants et nous faisons de sorte qu'on ramène ces enfants-là au niveau de leurs parents. Et à notre grande surprise, nous rencontrons ces enfants-là qui sont retournés au niveau de quelque part, soit dans les daara ou bien là où ils étaient déjà. Et on nous les ramène en... Il y a eu les moyens également qui progressivement ont fait défaut. Parce que quand on prend un groupe d'enfants, il y a tout un kit qui les accompagne. D'abord, il y a les opérations de retrait qui coûtent quand même, mais aussi coûtent dans une moindre mesure. Mais ce qui est plus important dans ce financement, c'est la prise en charge des enfants. C'est des centaines d'enfants que l'on prend en charge pendant des semaines, voire des mois, et qui bénéficient d'un kit complet, qui est élevé au standard. Malgré tous ces efforts de l'État, l'image d'enfants errants reste une réalité à Dakar. Parents, forces vives de la nation et bailleurs de fonds sont interpellés afin de garantir une meilleure protection aux enfants. Il a été créé en 1997 pour accueillir les enfants déficients intellectuels de Dakar et sa banlieue. Aujourd'hui, avec ses 6 classes, le CEFDI est à la croisée des chemins. Sans mur de clôture, ni porte principale et une subvention de l'État jugée insuffisante, 1 400 000 francs CFA, les 135 pensionnaires de ce centre vivent un autre problème, celui de leur transport pour aller à l'école. Jeanne Dior. 10 heures et quelques minutes, l'un des 3/4 de transport de l'école fait le vide. Nous sommes au centre d'éducation et de formation pour déficients intellectuels. Ici, ce sont des enfants atteints d'infirmités motrices cérébrales, d'autisme, de trisomie et d'épilepsie qui sont formés sur les lieux. Donc l'objectif principal du centre, c'est d'œuvrer pour l'autonomie et l'intégration sociale et professionnelle des handicapés intellectuels. Bon, parfois les parents viennent vers nous, mais nous leur demandons de nous fournir un dossier médical. Parfois aussi, c'est le centre Talibou Dabo qui nous envoie des élèves. Certains élèves même viennent du centre verbotonal. Ces apprenants dont l'âge varie entre 4 et 21 ans sont répartis dans 6 classes, 2 classes de socialisation et de psychomotricité, 3 pour la préparation et la formation et celle dite lourde. Dans cette salle où les enfants ne verbalisent pas, l'attention et la patience sont les mots qui règnent en maître. Il y a une classe lourde parce qu'il y a plusieurs pathologies. Il faut les stabiliser d'abord. Donc il faut les faire s'asseoir sur une table pour pouvoir les maîtriser. Ils te salissent, ils te font du n'importe quoi, mais tout ça il faut. Même lors des repas, il arrive à ce que tu donnes à manger quelques-uns parce qu'il y a des élèves qui ont un problème de préhension. Ils ne peuvent pas prendre une cuillère. C'est aux éducateurs de prendre la cuillère et de donner à manger. Le centre sans porte principale ni mur de clôture est exposé à un problème de sécurité. Selon les parents, il arrive que des enfants se perdent. La question de la subvention insuffisante constitue également un handicap. Notre premier problème donc, c'est le site. Le site n'est pas favorable pour une très bonne prise en charge de la déficience intellectuelle. Il n'y a pas de subvention. Cette année donc, on a reçu de l'État pour les fonds de fonctionnement des écoles élémentaires. Par exemple, une somme de 1 400 000 pour cette année. Là, mais vous voyez que avec ces 1 400 000, donc, ça c'est pour le fonctionnement de l'école. Sur les 135 élèves inscrits, près de la moitié est abonnée absente vers la fin de l'année. Cela est dû au problème de transport.
L'enfant est toujours transporté jusqu'à l'école, il est ramené à l'homme. Donc on est obligé de faire la journée continue. Et avec la journée continue, le quart, on paye 400 000 francs le quart de Ndiaganyaï chaque mois, mensuellement. Que nos enfants actuellement, présentement, n'ont plus besoin de la socialisation parce qu'ils sont tous socialisés, à part les nouveaux. Maintenant, ils ont besoin de la formation professionnelle. Le CFD, jadis logé au centre verbotonal de Dakar, a été délocalisé à Grand Yoff en 2004. Il est le seul centre public pour enfants présentant une déficience intellectuelle. Cependant, les besoins de la structure sont énormes et les moyens financiers restent insuffisants. Demain est donc célébrée la journée de l'enfant africain. Nous reviendrons sur d'autres aspects de cet événement. Il n'y a pas de produits de consommation légalement importés dans notre pays qu'elle ne contrôle pas. Nous parlons de la division de la consommation et de la sécurité des consommateurs. À ses côtés, le laboratoire national d'analyse et de contrôle de services rattaché à la direction du commerce intérieur, dont nous parle Aram Dao dans la rubrique économie de ce jeudi. On se croirait dans une boutique, mais loin s'en faut. Nous sommes dans les locaux de la division de la consommation. Le décor s'explique. Tout produit alimentaire, de façon obligatoire, doit être analysé avant la mise à la consommation. Donc, dans ce pays, tout ce qui entre est prélevé en échantillon et puis transmis au laboratoire pour être analysé au niveau des labos. Donc les labos se fondent sur nos propres normes, les normes nationales, les normes communautaires de la CEDEAO et puis les normes internationales comme celles du Codex Alimentarius. Ils sont méconnus du grand public, mais pas des opérateurs économiques. Sans leur certificat, point d'autorisation d'importer. Nous, on donne un document que l'on dénomme déclaration d'importation de produits alimentaires. C'est ce document-là qui est un élément obligatoire de recevabilité en douane. C'est-à-dire que sans ce document, l'opérateur économique, l'importateur ne peut pas faire venir ces produits. Donc la douane, sans la présentation du document que nous, on est censé signer, ne donne pas autorisation à l'opérateur économique de dédouaner pour faire entrer ces produits alimentaires dans ce pays. C'est un travail qui engage la sécurité des consommateurs et la mission se doit d'être rigoureuse et pointue. La division travaille avec le laboratoire national d'analyse et de contrôle. Depuis l'époque coloniale 1939, l'ANAC, autrefois labo de l'AOF, n'a pas levé le pied. Nous effectuons des analyses à la fois physico-chimiques et microbiologiques sur les aliments. Donc au stade de la production, de la commercialisation, de l'importation et de l'exportation. Il y a les boissons, les jus, les produits laitiers, la viande, les produits carnés, les produits de la pêche. Il y a les huiles et corps gras, et le vinaigre, le sel, les céréales, les produits céréaliers. Donc la gamme est très très vaste. Plus de 3000 échantillons sont annuellement analysés ici, dans le plus grand anonymat, dans le plus strict des contrôles aussi. Le labo est accrédité et reconnu sur la scène internationale. Nous avons des normes sur lesquelles on se base pour dire que cet aliment est comestible, apte à la consommation ou inapte à la consommation. On regarde aussi les dangers qui peuvent survenir dans l'aliment. Par exemple, quand un produit est contaminé de toxines, comme l'aflatoxine, c'est un danger chimique. Nous, ce qu'on fait, c'est pour protéger le consommateur. On recherche les micro-organismes parce que vous savez, les micro-organismes peuvent engendrer des intoxications alimentaires. Et aussi, on peut avoir aussi la résistance des antimicrobiens résistants. Parce que si on consomme un produit où il y a des pathogènes résistants et que ce n'est pas bien cuit ou ce n'est pas bien lavé, on peut contaminer l'être humain. Et l'être humain peut développer une maladie qui sera résistante. Ce laboratoire, bras technique du ministère du Commerce, a suivi avec sérénité le débat très passionné sur du supposé riz en plastique. On sait qu'il ne peut pas y exister du riz avec plastique au niveau du Sénégal parce que la répression des fraudes fait son travail et tout riz qui est importé au niveau du Sénégal est contrôlé au niveau de notre laboratoire. Et nos contrôles ne nous laisseraient jamais faire passer un riz qui est contaminé de plastique. C'est inimaginable. Au-delà de tout,
Saisine et destruction sont le sort réservé aux produits impropres qui atterrissent malgré tout sur le marché intérieur. Pour ce faire, la division travaille de concert avec les forces de l'ordre et le service d'hygiène. En 2016, 160 tonnes de produits alimentaires ont été détruites. La valeur, 560 millions de francs CFA. La page Ramadan, à présent, ils tirent profit de leur savoir en ce mois béni. Les prêcheurs sont sollicités pour animer des conférences religieuses et à la fin être rétribués financièrement. Est-ce donc un business? Certains le soutiennent, d'autant qu'il y a certains d'entre eux qui ont même mis en place des cabinets qui négocient leurs prestations. Prêcheurs entre le gain spirituel et pécuniaire, voici Ramadan Karim, ou le marché très lucratif de la prêche au Sénégal. Lamine Touré. Business, de l'anglicisme bien familier, des expressions françaises du genre commerce ou encore trafic, de la rentabilité financière en fin de compte. Dans ce mois béni de Ramadan, peut-on véritablement parler de business, par exemple chez les prêcheurs? Il y a une part de vérité dans ça. Le fait d'appeler ça un business, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rejeter. Il y a des gens qui exigent, s'ils font une conférence, ils exigent une certaine rétribution financière. Voilà, il y en a même qui ont une secrétaire qui est là pour marchander jusqu'à ce que vous soyez tombé d'accord. Ça aussi, je ne le juge pas. Peut-être même il peut être bien intention parce que parfois ils vous disent que bon, moi je le fais parce que mon essence, mon temps, voilà. Un mini-cabinet doté de secrétaires où se négocie une prêche. Autant dire que certains prêcheurs se frottent bien les mains. Ils ne sont pas seuls. D'autres fidèles musulmans en font un créneau d'investissement avec notamment le système de parrainage. Il y a aussi parmi les organisatrices des gens qui organisent, qui cherchent un parrainage bien au niveau de la haute société. Maintenant, c'est pour récolter à la fin. C'est sous forme, c'est comme un investissement. Très bien. Il faut investir maintenant pour récupérer. Le business, dans ce mois, c'est finalement une affaire de tous ou presque. Monsieur Thiaw est depuis 1982 dans la location de bâches et de chaises. Ces temps qui passent, l'activité est à son maximum. J'ai eu une forte demande dimanche passé. J'étais obligé de me rabattre sur d'autres locataires pour satisfaire les clients. Après chaque mois de Ramadan, le portefeuille de Thiaw s'évalue à coups de millions. À la fin du mois, on peut se retrouver avec des millions de francs CFA. Le mois béni de Ramadan est avant tout un mois de recueillement, de générosité et de partage au nom d'Allah, le miséricorde de Dieu. Dans ce contexte, le business dans des secteurs tels que la prêche et autres sont des réalités qui fâchent, pour ne pas dire inopportunes. Le marché du prêche au Sénégal, un reportage de Lamine Touré qui nous mène justement en autre secteur dont le mot rime à peu près avec celui du prêche, la pêche. Ils seront nombreux à se lever très tôt pour se rendre en mer avec comme seul objectif rentrer avec beaucoup de poissons. En cette période du mois de Ramadan, les pêcheurs ont tous simplement réaménagé leur horaire de travail pour s'adapter aux rigueurs du mois béni. À Thiaroye-sur-Mer, tout comme à Soumbédioune, ils se démultiplient pour subvenir à leurs besoins. Seul hic, le prix du poisson est jugé cher par les clients. Ibrahim Andong. Elle déchire les derniers flots avant la rupture. Au milieu du Grand Bleu, les pirogues tentent de regagner la rive à temps. Le Ramadan n'a pas été un frein à l'activité quotidienne des pêcheurs. Ils ont seulement réaménagé leurs horaires de travail. Après le repas de l'aube, nous nous préparons immédiatement pour aller en mer. Avant le Ramadan, nous embarquions à partir de 9h. Maintenant, nous partons plus tôt. À leur arrivée, les clients sont déjà sur place. Le quai des pêches de Soumbédioune, noir de monde. Un décor qui force le regard. Sur place, le marchandage se joue à fond.
Ce n'est pas facile de travailler pendant le ramadan. Les clients n'acceptent pas de casquer fort et les pêcheurs ne durent plus en mer. Période de ramadan, le poisson à la côte. Conséquence, les prix ont été revus à la hausse aux grandes dames des clients. Maintenant, le poisson coûte trop cher. En temps normal, on pouvait avoir la caisse à 15 000 francs. Mais maintenant, on nous la vend jusqu'à 40 000 francs. Le décor de Soumbédioune contraste de loin avec celui du quai de pêche de Thiaroye-sur-Mer. À cette heure de la matinée, seules quelques pirogues ont débarqué. J'ai embarqué à partir de 4 heures. Nous essayons juste de nous adapter. Quand nous embarquons, nous achetons tous nos approvisionnements pour le ramadan. Tout dépend du nombre de jours. Malgré leur approvisionnement qui leur permet de rester en mer pendant 4 jours, ces pêcheurs résistent parfois difficilement au ramadan. Nous sommes parfois gagnés par la faim et la soif. Certains d'entre nous ne parviennent même pas à faire le travail comme il faut. Une fois sur la terre ferme, ils traitent directement avec les mareyeurs. Nous faisons preuve de compréhension avec les pêcheurs. Parfois, les nerfs sont tendus, mais on fait avec. Tout cela s'explique par les rigueurs du ramadan ainsi que les situations dans lesquelles les pêcheurs travaillent souvent. Certains d'entre eux embarquent vers 4 heures du matin avec l'obligation de jeûner. Après la page Ramadan, nous parlons de l'atelier de validation du rapport diagnostic du ministère du Renouveau urbain et de l'Habitat qui s'est ouvert ce matin à Dakar. Il est consacré au processus d'élaboration de la lettre de politique sectorielle de développement du dit ministère. Tous les acteurs concernés ont pris part à cette rencontre à caractère national. Youssouf Kaba. Cette rencontre a été initiée dans le but de boucler la phase diagnostique enclenchée depuis plusieurs mois. Ce travail permettra donc de restituer les grandes lignes identifiées et jugées nécessaires pour le bon fonctionnement du secteur. L'élaboration de la lettre de politique sectorielle de développement est un exercice majeur par lequel chaque département ministériel, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, cherche à planifier le développement pour mieux contribuer à relever et à soutenir le niveau de croissance économique et à satisfaire les besoins des populations. L'objectif reste donc de procéder à la validation du rapport diagnostic des politiques du secteur, ce qui devrait constituer également de conclusion à la première phase du processus. Elle constitue aussi une réponse aux exigences liées aux réformes des finances publiques induites par la transposition des directives communautaires de l'UEMOA qui doivent déboucher sur l'adoption au plan national de politiques sectorielles auxquelles seront désormais adossés les programmes et projets du gouvernement. Les principaux enseignements articulés autour de la mise en œuvre des politiques publiques devront servir sans doute de référentiel pour le développement du secteur. L'évaluation des financements mobilisés ces dernières années doit également en constituer un élément clé. Transfusion sanguine. Le Sénégal, encore en deçà des normes OMS pour le nombre de dons. Le plan stratégique 2017-2021 du Centre national de transfusion sanguine comporte des orientations devant permettre de résorber les déficits. De nouvelles banques de sang sont annoncées, notamment dans les régions. Oumar Diawa. Pendant que des donneurs bénévoles sacrifiés aux gestes nobles ont planché sur le plan stratégique du Centre national de transfusion sanguine pour les 5 prochaines années. Nous pensons que d'ici 2021, le Sénégal pourra se prévaloir de maintenir un niveau de transfusion sanguine de qualité, comme c'est le cas actuellement. La validation du plan stratégique a réuni des personnels de santé, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des donneurs. Justement, à propos de dons, il y a des disparités régionales importantes.
Le don de sang à Dakar, c'était de 12 dons pour 1000 habitants, mais quand on voit dans certaines régions comme Kolda, Sédhiou, Matam, on a moins de 4 dons pour 1000 habitants. Le niveau de don de sang est plus faible. Disponibilité, accessibilité, sécurité des produits sanguins et action coordonnée des différents services, ce sont là les axes majeurs d'un plan évalué à 11,5 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un volume financier important que le ministère de tutelle aidera à mobiliser. Nous jouerons un rôle central pour faire le marketing, le plaidoyer vraiment de ce plan. On verra ce que l'État pourra apporter comme contribution, mais aussi les autres sources de financement. Établissement public de santé non hospitalier, le CNTS coiffe les 22 autres banques de sang à travers le pays. Toutes ces structures sont publiques, même si elles alimentent des établissements privés de soins. La page internationale de ce jeudi nous conduit en Turquie, en Angleterre, en Chine et au Luxembourg, où la chancelière allemande Angela Merkel pense trouver un accord pour la Grèce. Anaïs Nianyamane. Au Luxembourg, les ministres des Finances de la zone euro se réunissent pour relancer le troisième plan d'aide à la Grèce de 86 milliards d'euros. À cette occasion, la chancelière allemande a déclaré qu'un accord sera trouvé pour récompenser les efforts de la Grèce. En Turquie, l'opposition a lancé une longue marche pour la justice. Elle a mobilisé des milliers de personnes à Ankara. L'appel de la principale formation d'opposition doit les mener jusqu'à Istanbul. Une marche de 400 km pour appeler à plus de justice au lendemain de l'incarcération d'un député du parti. À Londres, un véritable élan de solidarité est mis en place. Des Londoniens venus de toute la ville déposent des cartons de vêtements et de l'eau. Sous la tour, on essaye tant bien que mal de trier cet afflux de dons. Les restaurateurs aussi se sont mobilisés pour nourrir gratuitement les sinistrés. Un élan de solidarité pour les victimes de l'incendie qui a fait jusqu'ici 17 morts. Et enfin, en Chine, une explosion devant une école maternelle a fait 7 morts et 59 blessés ce jeudi. L'explosion s'est produite dans l'après-midi à l'heure de la sortie de l'école. Une enquête sur les causes de la déflagration est ouverte. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Questions d'intérêt commun. Premier investisseur au Sénégal, premier partenaire diplomatique de notre pays, la France est prête à renforcer la coopération sur le plan économique. Paris compte établir des relations qui vont profiter à la jeunesse. Par exemple, il est prévu le renforcement de l'accueil des étudiants sénégalais en France. Le point qui nous paraît le plus essentiel pour l'avenir, à mon cœur et à moi-même, c'est de faire en sorte que notre coopération se passe au profit de la jeunesse et des forces vives de nos deux pays, ce qui suppose de notre part une vigilance et une détermination constante. Je rajoute à ce point que nous avons beaucoup apprécié la volonté du Sénégal d'agir au sein de la communauté internationale pour le respect des accords de Paris et la volonté du Sénégal de prendre toute sa part dans sa mise en œuvre. Cette réunion de travail entre les ministres des Affaires étrangères de la France et du Sénégal est un signal fort qui révèle l'excellence des relations entre les deux pays. Il faut le dire, Jean-Yves Le Drian n'est pas un terrain inconnu. Plusieurs fois, il a travaillé avec son homologue sénégalais sur le forum Paix et Sécurité qui se tient régulièrement à Dakar. Le président de la République a confié à l'APIX la mise en œuvre du TER, le train express régional. Il va assurer la liaison entre Dakar et l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Une nouvelle ligne de transport est tracée et pour sa construction, il faudra déplacer les populations de la banlieue. Plusieurs commissions sont dès lors mises en place pour regrouper les personnes concernées à Wanyai. Nous sommes au marché de Thiaroye. Les commerçants sont en pleine négociation avec les autorités sur la question du déplacement. Aujourd'hui, on nous a proposé un site dans le camp militaire de Thiaroye, évalué à 7 hectares. On a visité le site, on a apprécié. Il y a un décret qui a été mis en place, dont on a reçu le document. Plusieurs préoccupations sont aujourd'hui prises en compte
et l'APIX s'attelle, en partenariat avec ses collaborateurs sur le terrain, à ce que le recasement se fasse au préalable dans de meilleures conditions. Je suis d'accord avec le gouvernement du Sénégal. Je veux contribuer au développement du pays. Ce projet va nous mener au développement. Je ne suis pas contre. Ce que je souhaite, c'est de voir les Sénégalais en bénéficier. Le train express régional va jouer un rôle important dans la mobilité urbaine. Le quartier de Keur Mbaye Fall est concerné par ce projet. C'est un programme qui est venu à son heure parce que le Sénégal se développe. C'est la vision du président de la République. C'est la vision aussi de toutes les bonnes volontés sénégalais qui œuvrent sur le bon déroulement des activités du pays. Une commission a été mise en place pour gérer le déplacement des populations. La commission est censée regrouper les personnes concernées. Il s'agit de discuter avec elles sur l'indemnisation. On fixe un délai pour leur départ. Ces déplacements involontaires les inquiètent, mais on est là pour les rassurer. L'indemnisation est juste et équitable. C'est en fonction de la taille de l'habitat. Le train express régional va relier Dakar à d'importants pôles de développement. Il va contribuer à la croissance. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. France-Sénégal, Jean-Yves Le Drian et Mankeur Ndiaye pour une coopération au profit de la jeunesse. Le ministre français des Affaires étrangères est à Dakar. Il constate sa première visite en Afrique subsaharienne au Sénégal. Le respect des accords de Paris sur le climat, le Mali, la Gambie, la Guinée-Bissau sont les sujets qu'il a évoqués avec son homologue sénégalais. Et puis déplacé du TER, l'APIX met en place des commissions pour accompagner le processus, une ingénierie sociale à toutes fins utiles dans le cadre de ce projet d'envergure qui va relier Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne. Que sont devenus les enfants retirés de la rue dans le cadre de l'opération initiée par l'État? Un an après, la rédaction fait le point. Et puis en cette veille de célébration de la journée de l'enfant africain, nous nous intéressons aux activités du Centre des enfants déficients intellectuels qui accueille ces derniers en provenance de Dakar et sa banlieue. À suivre également la rubrique économie du jeudi qui évoque la question du contrôle des produits alimentaires. Tout un dispositif est en place pour analyser avant leur mise à consommation ou à l'exportation. Immersion ce soir dans un univers peu connu du grand public. Ramadan, les pêcheurs et les prêcheurs font recette en ce mois béni. Les différentes activités qu'ils mènent sont très rentables dans les filets des premiers, du poisson et autres produits halieutiques. Pour les seconds, quelle belle période. Certains ont même installé des cabinets pour vendre leur savoir avec des cachets intéressants qui peuvent bien inspirer. Bienvenue à tous. Le président de la République a reçu dans l'après-midi les évêques de la province ecclésiastique de Dakar. Une audience au cours de laquelle l'Église sénégalaise a remercié le chef de l'État pour son soutien apporté à l'organisation du pèlerinage marial de Popenguine. Au menu des échanges, la construction d'un nouveau sanctuaire marial à Popenguine. Voici, au nom de ses pairs, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Le soutien apporté à l'organisation de la 129e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Merci pour la subvention et tous les soutiens multiformes de l'État. Nous avons aussi pris acte du fait que nos frères musulmans sont actuellement en période de Ramadan et nous avons assuré toute la communauté musulmane de notre prière. Et le chef de l'État, nous l'avons assuré aussi de notre prière dans sa mission au service des populations.
Nous avons parlé des sanctuaires de pèlerinage, le projet d'un nouveau sanctuaire à Popenguine, mais aussi dans les différents diocèses. Et nous saluons l'ouverture du chef de l'État pour nous accompagner dans la construction de ces nouveaux sanctuaires de pèlerinage. Et le chef de l'État dit même que si ça ne dépendait que de lui, les chantiers auraient déjà démarré. Je pense que ça va se faire prochainement, après la validation du plan qui vient d'être fait, modifié et revu et corrigé. Nous avons parlé de quelques événements de la vie de l'Église, événements au cours desquels sans doute nous devrons compter sur le soutien de l'État, notamment en septembre prochain. Économique du pays. Retard dans la livraison des amphithéâtres, non-paiement à temps des bourses pour les étudiants du 3e cycle. Le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est revenu sur les revendications des grévistes de la semaine dernière. Le professeur Ibrahima Thioub précise que l'université n'est pas maître d'œuvre des infrastructures à construire. Toutefois, le retard dans la livraison des amphithéâtres entraîne des difficultés à l'université. Le directeur des bourses, pour sa part, a expliqué les problèmes liés au paiement des bourses pour les inscrits en master. Les détails avec Kone Aïradja. Suite au mouvement d'humeur des étudiants, le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar revient sur leurs revendications. Une question cruciale, la non-livraison dans les délais des infrastructures pédagogiques. En dehors du rectorat, du bâtiment du rectorat et du bâtiment de l'office du BAD, tous les autres bâtiments concernés, les entreprises ont reçu leur ordre de service le 1er octobre 2015. Ce qui veut dire, vous y ajoutez 8 mois, nous devrions disposer de ces infrastructures à la fin du mois de mai 2016. Nous sommes au mois de juin 2017. Ça fait donc 13 mois de retard. Toutefois, le recteur indique que les amphithéâtres Mbaye Gueye, Boila, Saussé et Capelle ont été livrés. Il reste donc le bâtiment qui abrite le rectorat, les amphis de la faculté des sciences juridiques et politiques et l'auditorium Hali Amar Fall, ce qui entraîne des difficultés majeures dans les enseignements. Ces étudiants sont amenés à fréquenter le chapiteau. Mais à partir de cette période, la période qui va de juin à juillet, le chapiteau devient infréquentable. Je ne dis pas indisponible, il est disponible, mais il est infréquentable à cause des pics de chaleur. Donc, nous risquons, si on y prend garde, d'avoir le chapiteau indisponible, alors même que les amphis le sont déjà. L'université est donc dans une position d'attente et s'engage à situer les responsabilités pour la livraison de ces infrastructures au plus vite. Autre point de revendication des étudiants, le non-paiement des bourses dans les délais. La non-prise en compte de ces Master 1 dans les états du mois de mai, qui sont en ce moment en instance de paiement depuis hier, est donc consécutive à un retard d'inscription. C'est parce qu'ils n'étaient pas inscrits au moment où on faisait ces états-là qu'ils n'ont pas été inclus dans ces derniers-là. Alors, la preuve, je dis, de ce retard est attestée par leur enrôlement dans les états de la fin du mois de juin. Le recteur condamne cependant le recours à la violence, mais il convient avec les étudiants que les responsables des chantiers non livrés ont une grande part de responsabilité dans cette crise. En effet, ils n'ont pas tenu leur engagement quant au délai de livraison des infrastructures d'enseignement. Célébration ce 16 juin de la journée de l'enfant africain. À cette occasion, le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a fait une déclaration pour aborder les axes des politiques publiques en faveur de l'enfance au Sénégal. Elle salue également les efforts des partenaires techniques et financiers. Voici les propos de Maria Massar au micro de Abassaoua. À travers cette commémoration, les États africains ont saisi l'opportunité d'évaluer l'effectivité du respect des droits de l'enfant, d'analyser les obstacles et contraintes et de réfléchir sur les stratégies adéquates en faveur d'un développement harmonieux de l'enfant. Il y a
la panafricaine de Caritas qui va se réunir à Dakar et nous souhaitons pouvoir être accompagnés dans cette rencontre panafricaine. Toujours ce jeudi, le président de la République a reçu le vice-premier ministre de la RD Congo, Léonard Che Okitundu, et porteur d'un message du président Joseph Kabila. Le vice-premier ministre a évoqué également la situation politique en RDC. Par ailleurs, le Sénégal et la RDC entendent renforcer le niveau de leurs relations bilatérales. Voici le vice-premier ministre à sa sortie d'audience. Je suis venu voir le président Macky Sall, porteur des messages du président Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. J'ai évoqué avec le président Macky Sall de la situation politique en République démocratique du Congo, mais en même temps, nous avons échangé sur les relations bilatérales entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. La question congolaise est inscrite à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies et le Sénégal est membre non permanent du Conseil de sécurité. Et le Sénégal au Conseil de sécurité représente au même titre que l'Égypte et l'Éthiopie le continent africain. Donc il est tout à fait normal qu'il soit bien informé sur la situation dans notre pays pour voir dans quelle mesure il peut disposer des éléments pour chercher à participer à la résolution de la question congolaise. Nous avons des relations historiques avec le Sénégal et il y a une volonté de la part du chef d'État d'intensifier, de renforcer ces relations. C'est pour ça que le président Macky Sall a décidé de relever le niveau de représentation du Sénégal en RDC au niveau des ambassadeurs. Et nous aussi, en RDC, je crois que par réciprocité, nous sommes en train de tout faire pour nommer un ambassadeur ici au Sénégal. Mais en même temps, nous avons évoqué aussi la nécessité de tenir une grande commission mixte pour voir comment on peut consolider ces relations. Et puis les ministres des Affaires étrangères de la France et du Sénégal, Jean-Yves Le Drian et Mankeur Ndiaye, ont tenu une réunion de travail ce jeudi. Le renforcement de la coopération, la question du climat, la situation sécuritaire dans la sous-région sont entre autres les points abordés lors de ce premier déplacement en Afrique subsaharienne du ministre français des Affaires étrangères. Voici le reportage de Seydina Lunfal. Ce déplacement est le premier effectué par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en Afrique subsaharienne depuis sa nouvelle nomination. Une visite qui fait suite à la rencontre entre le président Macky Sall et son homologue français, Emmanuel Macron. Plusieurs accords ont déjà été signés entre le Sénégal et la France. Il s'agit maintenant d'ouvrir de nouvelles perspectives concernant les relations diplomatiques et politiques entre les deux pays. Nous avons beaucoup parlé de la situation dans la région, la situation au Mali. Le Sénégal et la France travaillent ensemble pour aider le Mali à mettre en œuvre l'accord de paix et de réconciliation. Nous avons évoqué la situation également en Gambie, où la France également s'engage à assister la Gambie pour la réforme de son secteur de défense. Gambie, où les menaces également de déstabilisation sont réelles. Et nous nous engageons à travailler ensemble pour aider le nouveau régime gambien à se stabiliser. Nous avons échangé sur la situation en Guinée-Bissau. Donc nous avons exprimé une volonté forte de poursuivre la relation, de la développer, de l'intensifier sur tous les enfants. Au Sénégal, la célébration de la journée de l'enfant africain marque également le lancement de la Semaine nationale de l'enfant, instituée depuis 1998. Pour une meilleure prise en charge des droits de l'enfant. Pour cette 27e édition de la Journée de l'enfant africain, le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant a retenu pour thème l'agenda 2030 pour un développement durable en faveur des enfants en Afrique. Accélérons la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances. L'atteinte de ces objectifs de développement durable implique les gouvernements, les collectivités locales, le secteur privé, la société civile,
les communautés et l'ensemble des citoyens. Aussi, sous l'égide de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, je lance un vibrant appel à tous les acteurs pour une synergie d'action en faveur de l'enfance et une réussite éclatante de ces événements de plaidoyer, de fort plaidoyer pour les droits de l'enfant. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette déclaration après cette édition. Un an après le lancement de l'opération de retrait des enfants dans la rue, quelle est la suite? À 24 heures de la célébration de la journée de l'enfant africain, la rédaction du journal télévisé a voulu en savoir un peu plus. Si quelques 1550 sont retournés dans leur famille, les acteurs de la petite enfance plaident pour une synergie d'action afin d'éradiquer définitivement ce phénomène. Le point dans ce reportage de Fatou Diouf. Midi au centre Guindi de Dakar. Sous la surveillance du maître coranique, ces enfants tentent de mémoriser quelques sourates du Coran. Et pourtant, il y a quelques mois, ils étaient tous dans la rue, en train de mendier ou d'errer à travers les grandes artères de la capitale sénégalaise. Quand l'enfant vient, il y a des instances sociaux qui le prennent en charge pour le stabiliser d'abord. Parce que l'enfant qui vient de la rue est un peu, il a peur. En général, il pleure parce que c'est pas le même lieu. Et on le stabilise. Ensuite, il va vers l'infirmerie. Il y a une infirmerie qui est en bas. Le médecin le consulte pour voir s'il n'a pas de maladie transmissible par rapport aux enfants qui sont déjà sur place. Nous avons procédé à une prise en charge d'urgence. Les enfants étaient accueillis dans le centre, pris en soin, et on bénéficiait d'un kit de service, notamment l'appui psychosocial, le kit vestimentaire, alimentaire et les soins médicaux. Après cela, nous avons procédé à une étape de socialisation, avec un appui psychosocial. Et les parents se sont vus informés de l'existence d'une loi qui interdit aussi la pratique de la mendicité, mais surtout de la nécessité de respecter et de promouvoir les droits des enfants. 35, c'est le nombre qui reste des 1580 enfants retirés des rues. Un an après donc, plus de 1500 enfants ont été réinsérés dans leurs familles respectives ou réorientés dans les centres spécialisés. Nous avons pu recevoir 1580 enfants et il y a eu 1550 qui sont retournés. Donc actuellement dans le centre il reste 35, mais ça peut varier. Aujourd'hui nous pouvons avoir 35 et dès demain s'il y a un retrait, on peut se retrouver jusqu'à 100 enfants dans le centre.